Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des webinaires Edu de l'EduLab TV. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent, un peu inhabituel. On a l'habitude de vous former dans les domaines du numérique, mais aujourd'hui, on va vous former dans un domaine qui est l'école du dehors. Alors, c'est important de rappeler que l'EduLab se focalise sur toutes les pédagogies qui permettent de mettre l'enfant au cœur de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, en plus, nous avons la chance d'accueillir deux spécialistes pour le prix d'un. Nous aurons Laurence de Forsud, qui est formatrice chez Forsud, mais elle expliquera par après toutes ses actions, et Églantine de l'Aquascope de Virel. Donc vous allez avoir deux experts qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti, on est parti pour 1h30 de plaisir. J'accueille nos deux expertes avec nous. Voilà, Laurence et Églantine, soyez les bienvenus. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, tout va bien, super. Oui. Je vous propose de vous présenter et puis je vous fais un petit retour sur le sondage et puis on commencera par la présentation. Ok, donc moi c'est Laurence. Je travaille pour Forsud, qui est une ASBL qui aide les enseignants de la région de Chimay sur 6 communes aux environs de Chimay de travailler avec le numérique dans leur classe, les enseignants du fondamental. Et je suis institutrice primaire. J'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans comme institutrice primaire, principalement en P1, P2. Et j'ai pratiqué l'école du dehors. J'ai été accompagnée d'Églantine, qui se trouve ici à côté de moi. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de m'accompagner aujourd'hui pour présenter l'école du dehors. Et donc, Églantine, toi? Voilà, donc moi c'est Églantine, je travaille pour l'Aquascope de Virel, donc c'est une réserve naturelle accompagnée d'un magnifique étang. Pour le petit clin d'œil, ça réouvre dès demain, donc ceux qui veulent aller faire un petit coucou et faire prendre un bon bol d'air, donc n'hésitez pas à aller visiter l'Aquascope. Et en plus de ça, donc on a un service éducatif de tout ce qui concerne l'éducation relative à l'environnement. Donc on propose tout ce qui est classe verte, formation plantes sauvages comestibles, mais également tout ce qui est formation école du dehors. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on a rejoint le collectif Tous dehors, où on se questionne sur enseigner à l'extérieur dans la forêt ou ailleurs. Et on donne également des formations pour les enseignants et des coachings personnalisés pour les enseignants de la région, donc de Chimay, Virel, puisqu'on est situé dans la même région que Forsud. Et donc, collectif qu'on aura l'occasion de présenter aussi tout à l'heure pendant la présentation. Voilà. Alors, je vous donne un petit retour sur les sondages parce que vous ne les avez pas sous les yeux. On a 52% d'instituteurs primaires, 25% d'instituteurs maternels. On a 10% de professeurs secondaires qui sont avec nous et ne nous quittez pas parce que c'est prévu de discuter aussi par rapport à ce qu'on peut faire avec vous. 1% d'écoles spécialisées et le reste, ce sont des conseillers pédagogiques, accompagnateurs et formateurs. Alors, au niveau des résultats, de savoir s'ils avaient déjà pratiqué l'école du dehors, on a 23% qui l'ont déjà participé. 11% qui aimeraient bien avoir un peu plus d'aide pour pouvoir être un peu plus accompagnés et 68% de personnes qui ont envie de se lancer. Donc, on a un public qui est vraiment envie de se lancer. Et vous allez voir que nos experts vous ont proposé plein d'activités. Donc, je vais chercher votre présentation, plein d'activités différentes qui vont répondre à tous les objectifs. C'est parti, on commence la présentation. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Voilà, donc l'école du dehors permet de se connecter avec la nature, avec son corps. C'est important de retrouver une connexion, que l'on soit des élèves, que l'on soit des enseignants, des adultes. On sait qu'on est fort déconnecté avec la nature. Certaines personnes même sortent très peu. On est parfois plus connecté avec les écrans. Et donc, c'est important de refaire une connexion avec la nature. Alors voilà, chez nous aussi, ça nous paraissait important de retrouver dès le plus jeune âge ce lien avec la nature. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi inscrit dans cette pédagogie du dehors, une pédagogie où nous, on est à l'aise, puisqu'en tant qu'animateur nature, on est les 3/4 du temps à l'extérieur. Et on a constaté vraiment que les enfants apprenaient beaucoup mieux. Et une fois qu'ils étaient en connexion avec la nature, mais ils se sentaient bien et que les apprentissages se faisaient d'autant mieux. L'école du dehors, c'est aussi l'apprentissage de la responsabilité. L'enfant doit devenir responsable. C'est vraiment important et vous verrez pourquoi au fil du Ça temps. passe par différentes choses, que ce soit au niveau de gérer le feu, de gérer aussi les limites, parce qu'il va se retrouver dans un cadre différent. Quand on est dans une école, on est enfermé entre 4 murs, il y a les grilles, il y a la cour, etc. Ils connaissent les limites. Dans la forêt, c'est différent. Et donc, ça lui apprend d'autres sens de la responsabilité, ne fût-ce qu'aussi par l'apprentissage, l'utilisation d'outils mis à cette disponibilité. L'école du dehors, c'est aussi répondre aux besoins de mouvement des élèves.
Je pense que tous les enseignants le diront, les élèves bougent beaucoup, les élèves sont pas attentifs, hein, dans une grande majorité. Les élèves ont besoin de bouger, ben, je pense que les adultes ont besoin de bouger aussi. Même nous, en tant qu'adultes, rester assis sur une chaise pendant 8 heures, c'est très, très, très compliqué, même parfois juste pendant 4 heures. Et donc, là, on peut lâcher prise, on a une grande liberté quand on est dehors. Et on ne se sent pas opprimé par un cadre scolaire. On peut vraiment se concentrer sur les activités que l'on doit faire à l'école du dehors, les activités qui sont demandées, sans se préoccuper de est-ce que je suis bien assis, je ne dois pas faire trop de bruit pour pas déranger et ce genre de choses. C'est vraiment retrouver un autre rapport à la liberté, être libre dans son corps, libre dans sa tête et se sentir bien dans ce cadre qu'est la nature. Pourquoi enseigner dans la nature? Ben, je pense que Louis Espinassous va mieux vous l'expliquer que nous. Alors, on va vous lancer une petite vidéo, elle dure 1 minute 30, pour vous montrer le témoignage de Louis Espinassous. J'espère que vous allez bien l'entendre. On teste tout de suite pour la vidéo. Je vous la démarre. Voilà. Le dehors, c'est un lieu d'éducation, qui offre une richesse, une multiplicité, une alternance qu'on ne trouvera jamais à l'intérieur. Il y a le fait que c'est le réel complet, et puis le réel, la complexité, la diversité. Et qu'on grandit, on grandit en se confrontant à la diversité, chacun va y puiser, on ne va pas en faire des naturalistes, moi c'est pas du tout mon objectif. Mais la nature, le dehors, c'est un moyen d'éducation gigantesque. Le dehors, c'est les grandes orgues. Tu peux tout jouer avec un tambourin, ou le triangle, hein, tu vas accompagner, etc. Mais tu ne peux pas tout jouer. Dehors, tu peux tout jouer. C'est les grandes orgues, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Et chaque gamin, il va y puiser les choses qui lui conviennent. Chaque adulte, il va pouvoir proposer ce qui lui convient dans la nature. Parce que la nature, c'est la diversité complète de c'est tout le corps, c'est tous les sens, c'est l'intellect, c'est l'imaginaire, c'est le scientifique, c'est l'esthétique, c'est l'action, c'est le faire, c'est l'effort, c'est la volonté, c'est l'abandon, c'est tout ce qu'on a balayé là, tout ça on le retrouve dehors. Et il n'y a pas une action d'éducation à l'intérieur qui puisse tout regrouper. Et en particulier, nom de Dieu, c'est une action d'éducation qui s'adresse à tout l'être, et avec son corps. Quand même, quand on est à l'intérieur, où on est uniquement sur le corps, presque à faire de la gymnastique ou des choses comme ça, ou bien on est le cul sur une chaise, avec que l'intellect qui fonctionne. Dehors, il y a tout l'être vivant. Alors, on se rend compte que ça nous permet déjà de faire énormément de choses à l'école de dehors par rapport au fait de rester assis sur une chaise. Ici, nos présentatrices, elles vont continuer à présenter le pourquoi et le quoi, et puis après, on vous montrera des différents types d'activités possibles. Donc, je relance la petite présentation. Voilà, je vous en prie. Donc, vous avez ici deux livres qui ont été écrits par Louis Espinassous, qui sont évidemment très intéressants. Louis Espinassous, c'est un éducateur nature qui vient du sud de la France. Il est également poète et conteur. On a eu la chance de le rencontrer lors d'une formation justement à l'Aquascope de Virel, et c'est vraiment quelqu'un de fantastique qu'on écoute avec grand plaisir, qui a un savoir extraordinaire. Enfin, c'est vraiment très, très, très agréable. N'hésitez pas à lire ces livres, ils sont vraiment très chouettes. Et comme le nom l'indique, ils vous donneront même des pistes dans votre enseignement à l'extérieur. Alors, être en groupe dans la nature, on s'y sent bien, on va y aller avec son groupe classe et vous verrez que la dynamique de la classe va complètement changer, que les enfants ne vont pas être les mêmes que ceux qu'ils sont à l'intérieur de leur classe. Et souvent, nous, on a pu constater avec les enseignantes que je coach que certains enfants qui sont très effacés en classe, en pleine nature, ils peuvent complètement changer. Et la dynamique est en général beaucoup plus apaisée. On observe qu'il n'y a pas de tension. Moi, depuis 2 ans que j'accompagne les classes, donc ça représente plus de entre 80 et 100 sorties par année. Je n'ai jamais eu une seule dispute, que ce soit dans les temps libres, ce qu'on appelle les récréations dans l'école du dedans. On n'a jamais eu de dispute, jamais eu de tension, etc. Parce que
chacun peut y trouver sa place, chacun peut y trouver son petit coin où il a besoin d'être un peu rassuré s'il veut être tout seul, s'il veut être en groupe. Il y a de la place pour chacun. Et comme disait Louis, chacun va aller épuiser ce qu'il a besoin, que ce soit en groupe ou individuellement. Les enfants aussi sont très surprenants une fois qu'ils sont dehors et on a parfois des élèves qui sont de très bons élèves en classe, hein, et qui travaillent très bien. Et puis une fois qu'ils sont dehors, c'est tout autre chose. Maintenant, je ne dis pas qu'ils travaillent pas bien, mais on va découvrir ceux qui travaillent un peu moins bien avec plein d'autres qualités. Et ces élèves-là vont pouvoir être mis en avant. Et c'est vraiment important dans un groupe classe. Moi, j'ai eu l'exemple d'un petit garçon donc, qui avait pas mal de mauvaises notes à l'école et qui, dehors, s'est retrouvé à être celui qui savait mieux faire les nœuds, par exemple, pour faire une cabane, pour pouvoir accrocher quelque chose. Et il est devenu la référence et les autres le valorisaient en lui disant « Ah, c'est bien, au moins toi, tu sais le faire. » Et on s'est surpris à le voir apprendre lui-même aux autres enfants à faire les nœuds des chaussures, à faire les nœuds des cabanes. Et donc, c'était sa façon à lui aussi de se sentir valorisé et ça lui a fait énormément de bien. Ça veut, La pardon, nature. excuse-moi. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont besoin vraiment d'être en contact avec la nature pour apprendre et se révéler. J'ai un exemple aussi à l'école où j'ai un enfant moi, qui est souvent plus en retrait à l'école et c'est le premier à nous donner des conseils sur la pêche, les poissons, ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des enfants qui, dans ces espaces-là, on peut les découvrir autrement. Tout à Bien fait. sûr. Voilà. Tout à fait. D'accord. Je vous laisse continuer alors. Merci. Il y a une petite citation de Sarah Wauquiez qui dit « La motivation est le moteur le plus important pour transmettre le savoir ». Je pense que tout enseignant va être d'accord avec cette sage parole. Et Alors, la pour ceux nature. qui ne connaissent pas Sarah Wauquiez, donc Sarah Wauquiez, elle est enseignante à la base et elle s'est beaucoup focalisée depuis des années donc, sur la pédagogie du dehors. Donc, elle travaille notamment en partenariat avec la Fondation Sylviva, où il propose des accompagnements aussi, des formations pour les enseignants à l'école du dehors. Elle donne elle-même également beaucoup de conférences. Et donc, nous, on a eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois, de passer pas mal de temps avec elle. Elle nous a formés, on a partagé, donc c'est un petit peu donnant-donnant. Et voilà, donc la motivation, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'enfant, souvent, va aller chercher dans la nature des petites choses, il va les ramener et on va travailler autour des petites choses qu'il a ramenées. Donc ça va être très motivant pour lui parce qu'il aura l'impression d'être le moteur et d'être le point de départ de quelque chose. Et ça, pour un enfant, c'est vraiment motivant et ça donne vraiment envie de continuer. Je pense que tu n'as pas précisé, Sarah Wauquiez, elle est suisse. Donc voilà, elle travaille avec des écoles suisses, elle forme des enseignants suisses où l'école du dehors est énormément mise en valeur et pratiquée dans ce pays-là. Un des besoins de l'école du dehors, ça va être de rassurer. Ça va être aussi bien de rassurer les enfants que de rassurer les parents, qui vont peut-être, les parents aussi, avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on va y faire? Pourquoi on va aller dehors? Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas en classe? Ça se passe bien. Et puis les enfants, souvent les petits, qui ont des peurs, des craintes, parfois par rapport à la forêt. Hein. On raconte des histoires quand ils sont petits. Le petit pousset, le grand méchant loup. Voilà, et ça fait évidemment, ça fait toujours peur. Ils ont peur de se perdre aussi, des endroits qu'ils ne connaissent pas. Même s'ils ont l'habitude d'aller en forêt avec les parents, ben, ce sera sûrement pas la même forêt ou le même endroit que celui qu'ils connaissent déjà. Et puis, il y a aussi souvent la peur des petites bêtes qui a Donc besoin voilà, de rassurer. c'est un petit peu tout ce qui est inconnu, hein, même nous en tant qu'adultes, quand c'est inconnu en général, ça fait toujours un petit peu peur. Et donc il faut y aller petit à petit. Et je pense que c'est en expliquant les choses qu'on peut rassurer les enfants, mais il faut aussi rassurer, surtout en début de projet, les parents qui ne comprennent pas, qui s'imaginent qu'on va aller jouer dans la forêt, que ça va être une année perdue et qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt. Et il y a aussi énormément de parents qui ont peur. Et si vous perdez mon enfant dans la forêt? Et si mon enfant a un tic, le tic, c'est pas bon, etc. Donc, je pense qu'il y a un petit travail à faire aussi au niveau des parents. Et donc, nous, ce qu'on fait en tous les cas avec nos enseignants, c'est on les aide à préparer un beau courrier, on fait une réunion, on est présent avec les enseignants, on leur montre des photos. Parfois, on leur montre même l'endroit
avant de débuter l'école du dehors, histoire de pouvoir les rassurer et de les mettre en confiance aussi et de se rendre compte qu'il ne peut rien arriver à leur enfant une fois sur place. Donc c'est vraiment important de rassurer et les enfants et les parents de cet inconnu. Une façon de rassurer les plus petits, c'est d'avoir une mascotte. Une mascotte, qui peut être différente. En général, il y a toujours des mascottes dans les classes maternelles. Ça peut être tout à fait une autre mascotte qui va servir à l'école du dehors et même en début de primaire, hein. Tu as, une enseignante, Voilà, moi j'ai qui l'exemple suivie. d'une institutrice que j'ai coachée l'année dernière et qui avait un petit peu peur de reprendre le flambeau sans moi cette année-ci et qui s'est dit je vais prendre une mascotte, non pas qui fera mon personnage. Et donc c'est une petite marionnette qui s'appelle Robin, un petit personnage des bois. Et c'est Robin qui s'adresse aux élèves pour tout ce qui concerne l'école du dehors. Donc c'est lui qui va donner les consignes pour les petites missions, que ce soit des missions de mathématiques, de français. C'est chaque fois amené par la petite mascotte. Alors, les enfants l'aiment vraiment bien, se l'approprient, et puis ça fait partie de l'imaginaire, de l'extérieur, et ils ramènent leur petit Robin en classe, et ensuite ils retravaillent avec leur petit Robin tout ce qu'ils ont vu à l'extérieur. La richesse surtout en maternelle et aussi pendant les temps libres, on vous en parlera plus tard. Les élèves vont trouver une richesse à l'extérieur, vraiment importante. Ils vont chercher, ils vont observer. Alors, c'est ce que disait Louis Espinassou, chacun va pouvoir y trouver son compte. Alors, il y en a certains qui vont s'amuser à les creuser pour essayer de trouver des petites bêtes, d'autres qui vont fabriquer des choses, d'autres qui vont vouloir grimper dans les arbres. Chacun va aller puiser ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Et après, c'est à l'enseignant de repartir de ce que l'enfant a trouvé ou a expérimenté pour pouvoir construire le reste de sa leçon. Alors, chez les maternelles, bien évidemment, ils vont aller directement fouiller, utiliser des petits outils, etc. Mais ça peut le faire aussi chez les plus grands. Alors, nous, régulièrement, on met à disposition des plus grands une petite boîte de matériel ou pas. On leur laisse vraiment libre choix. Et ils vont eux-mêmes chercher des choses. Régulièrement, ils viennent avec un champignon, ils reviennent avec une feuille, ils reviennent avec quelque chose de bizarre qu'ils auraient pu trouver. Et alors, on n'a pas toujours les réponses, même nous, en tant que personnes un peu plus naturalistes, on ne peut pas tout connaître, mais ça permet par la suite aussi à l'école de faire des petites recherches et d'essayer de répondre aux questions. Et on en revient encore à la motivation. Donc, comme c'est l'enfant qui a amené, c'est d'autant plus motivant après d'aller faire tout ce petit travail de recherche après à l'école sur la chose qu'ils ont découverte à l'extérieur. De nouveau, des enfants qui fouillent, qui cherchent. On n'hésite pas à leur donner des accessoires, des outils de jardin qu'en général, c'est papa ou maman qui utilisent dans le jardin. Ici, on a vraiment la possibilité de donner des outils et parfois des outils même d'adultes, hein. Tu as parfois donné des scies et des choses comme ça. Ici, ce sont des maternelles, donc des petits outils de jardin, ils sont contents. Ici, je me souviens, ils étaient en train de creuser une petite piscine pour les fourmis, si la fourmi voulait venir se baigner un petit peu. Mais pour les plus grands, moi j'apporte régulièrement des scies, des sécateurs, et ça permet aussi de fabriquer toute une sorte de matériel pédagogique nature avec ces outils mis à disposition. Alors tout ça, bien évidemment, un petit peu encadré, mais c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est la responsabilité. On leur apprend à être responsables, ils savent bien que s'ils ne font pas attention, ils risquent de se blesser. S'ils ne font pas attention, ils risquent de perdre l'outil. Donc voilà, ça fait vraiment partie du travail d'un autre apprentissage. Les collections. Dans la nature, on peut faire un tas de collections avec un nombre, je ne vais pas dire illimité, mais très important d'éléments naturels. Et donc ici, on voit des petits-enfants, de nouveau en maternelle, qui ont collectionné des objets de la nature. Et après, libre à l'enseignant d'en faire ce qu'il a envie, du comptage, du classement, ce qu'on pourrait faire en classe avec les enfants. Alors, du matériel mis à disposition, la nature, forcément, il y en a de toutes sortes. Alors, on a toujours l'impression qu'on doit prendre ce qui est dans notre classe pour aller dans la nature.
Et au fur et à mesure des sorties, on va se rendre compte qu'en fait, le matériel, il est déjà sur place et qu'on peut très bien utiliser le matériel qui est sur place pour pouvoir faire ces leçons. L'importance quand on travaille à l'extérieur, c'est d'avoir, une délimitation pour que l'enfant puisse travailler sur une zone géographique bien précise. Un Un support. support, voilà, merci. Peu importe, quel que soit le support, donc ici, ça peut être une feuille de papier, ça peut être une feuille plastifiée qui va être utilisée, ça peut être un petit tapis de moquette, un Plaque en bois. peu importe, mais l'enfant va, avoir un espace bien précis pour pouvoir travailler. Et puis nous, on a remarqué en tous les cas dans la pratique, si par exemple on fait du comptage ou de l'écriture, simplement reproduire une lettre, s'ils la reproduisent à même le sol, quand on doit aller vérifier en quelque sorte le travail, on ne sait pas toujours si l'élément qui est placé est celui que l'enfant avait choisi ou pas, tout se confond un petit peu. Au moins avec un support qui fait la différence, eh bien là, on peut vraiment voir le travail de l'enfant comme par ici à gauche, voir par exemple qu'il avait fait son rectangle. Les choses sont beaucoup plus claires. Pour faire des collections, c'est assez pratique d'avoir des paniers en osier ou des grandes boîtes pour pouvoir, ramasser. C'est plus facile qu'un sac en plastique, surtout pour les petits. S'il a le sac en plastique dans une main, beh, et qu'il trouve quelque chose, à mettre à l'intérieur, beh, il va devoir lâcher ce qu'il a dans sa main pour pouvoir ouvrir son sac. Tandis que dans un panier, c'est beaucoup plus facile et ça permet aussi aux petites bêtes qui auraient été, ramassées, de pouvoir s'échapper par les trous du panier. Du land art, on parlait du tri tout à l'heure, ben, on est de nouveau dans du tri, on est dans de l'art, en période d'automne où les enfants, les petits comme les grands, vont pouvoir, créer, de très belles choses. Alors ici, c'était une leçon que ma collègue avait donnée donc avec des M1 et donc c'était assez, compliqué d'aller très loin et donc elle était simplement partie, on était en plein automne, elle s'est dit: «On va travailler sur les couleurs, on va essayer de différencier les couleurs et voir en automne les différentes sortes de feuilles qui nous restent encore» et c'est comme ça que les enfants donc ont réalisé, ce joli petit tableau, de feuilles mortes. Alors voilà, on peut pousser beaucoup plus loin. Ici, c'est avec des P3 et donc l'institutrice, aime beaucoup l'art et elle avait, vu en classe, les œuvres de Kandinsky et elle avait réalisé avec eux en classe donc les œuvres avec des lignes à tracer sur des feuilles de papier pour apprendre à maîtriser la règle et cetera et bien pouvoir tracer, mesurer et cetera et elle s'est dit une fois en sortie: «Bah, tiens, pourquoi pas réaliser ça?» en plus en beaucoup plus grand et donc elle a réalisé son œuvre et après ça, ils se sont dit: «Bah, tiens, pourquoi maintenant ne pas la remplir de plein de choses différentes que l'on pourrait trouver dans la nature?» et quand on voit le résultat, c'est vraiment magnifique. L'art éphémère de la nature. Un autre exemple de land art avec de nouveau des éléments naturels, beh, on peut travailler le schéma corporel, par exemple, avec des plus petits. Alors avec les plus grands aussi, ça va être pourquoi ne pas faire, par exemple, un autoportrait? Essayer de se représenter ou de représenter ce qu'on aime bien. Le land art permet à l'imagination énormément de choses, donc vous pouvez le tourner de vraiment mille façons différentes. Quand on est à l'école du dehors, c'est important de collaborer et c'est parfois même nécessaire. Comme ici, on voit des enfants qui transportent, des grands morceaux de bois. C'était, la première sortie, je pense, que j'avais faite avec mes élèves, où on devait aménager l'endroit que l'on s'était choisi, parce qu'il est important de choisir un endroit de sortie et de garder ce même endroit quand c'est possible, toute l'année et on avait donc aménagé, cet endroit ce jour-là et on voit que, beh, c'était vraiment nécessaire d'être à 2, à 3, parfois même à 4 pour pouvoir transporter ces grands bouts de bois, Et ce qui est bien, tous c'est que la ensemble. collaboration, elle est spontanée. Donc ce n'est pas l'enseignant qui va devoir dire: «Ah, va demander à quelqu'un de venir t'aider» et cetera. C'est les enfants le voient par lui-même. Ils voient un autre enfant qui a un petit peu du mal ou qui n'y arrive pas et naturellement, il va venir se proposer pour pouvoir l'aider
Et ça, dans une dynamique de groupe, c'est quand même vraiment très chouette à observer. Cuisiner. L'école du dehors, c'est l'occasion de cuisiner. Que ce soit comme ici, une cuisine un peu traditionnelle, hein, comme on aurait fait, comme on aurait pu le faire en classe, ben, on peut tout à fait sortir ses ingrédients, sortir son fouet, son plat et tout ce qu'on a besoin et faire sa cuisine à l'extérieur. Alors Sarah Wauquiez, elle en parle souvent aussi. Elle dit toujours que c'est très important d'avoir ce petit moment où on va se retrouver autour du feu. Alors cuisiner ne veut pas toujours dire faire une grande recette, hein. Ça peut être simplement poser des bananes sur le feu, les ouvrir et mettre un petit peu de chocolat à l'intérieur pour avoir une petite banane au chocolat. Ce n'est pas obligé non plus de faire toujours des grosses recettes compliquées. Un petit jus de pomme dans lequel on rajoute de la cannelle pour avoir quelque chose à boire. Ça peut être parfois faire des recettes aussi un petit peu nature ou parfois faire des leçons. Donc moi, il m'est arrivé de proposer des recettes pour des P3, P4 où on avait dû faire tout un travail autour des capacités. J'avais modifié toutes les recettes. J'avais fait des recettes pour 60 personnes qui devaient réduire pour ne la faire que pour 5 personnes. Donc ça peut être tout un travail mathématique aussi autour de la recette. Comme on le ferait en classe, évidemment. Ici, on utilise évidemment, on profite de la sortie. L'importance du feu. Alors là, oui, c'est très important le feu parce que tout le monde vous le dira, en tous les cas ceux qui ont déjà pratiqué l'école du dehors, eh bien le feu, même pour nous, hein, on a envie de s'y rassembler, on a envie d'aller s'asseoir autour du feu. Ben, les enfants, c'est pareil, déjà les enfants sont fascinés aussi par le feu et ça permet d'avoir un endroit un petit peu cosy. Donc le feu, c'est bien parce qu'en hiver, ça permettra de réchauffer et d'augmenter la température corporelle, hein, c'est un besoin physique, mais ça réchauffera aussi le cœur. Et donc, être autour du feu, on s'y sent vraiment bien. Et donc, pour chaque enfant, ce sera vraiment un point de repère, là où il se sentira vraiment à l'aise et en pleine sécurité. Donc, c'est vraiment important d'avoir un endroit de feu. Alors, on ne peut pas toujours faire du feu comme on veut. Ici, on voit ma collègue qui le fait à même le sol parce qu'elle avait eu l'autorisation du garde forestier, mais ça peut être très bien dans une vasque ou un autre support. Et ce feu est délimité à chaque fois, hein. Il faut quand même faire attention. Le feu en forêt, normalement, est interdit, donc il faut demander les autorisations et faire attention également que ce feu ne puisse pas sortir de sa zone pour ne pas abîmer la forêt et l'endroit d'école du dehors et mettre en péril le projet et simplement la forêt. Donc on voit ici autour du feu, il y a un cercle qui est tracé avec des pierres et autour, en plus grand, là, il y a des rondins de bois où chaque enfant peut venir s'asseoir, se rassembler, où on peut manger, où on peut discuter, où on peut lancer une activité, où on peut chanter, où on peut raconter des histoires et c'est vraiment agréable et le fait d'être en cercle comme ça, donne à chacun la même position. Puis encore, c'est cette notion de groupe, être tous ensemble et vivre une aventure tous ensemble. Et en général, c'est le point de départ de tout, c'est ce rond de rondins. De nouveau, des enfants qui sont autour du feu, parfois très proches, pour venir tout simplement ici, je pense qu'on est en train de réchauffer, enfin de cuire, comme ils disent, une pomme. On a coupé une pomme en morceaux, on l'a mis au bout d'un pic à brochette et puis, on a cuit sa pomme. C'était tout simple, mais pour les enfants, c'était juste magique. Cuisiner, de nouveau, là, on avait fait de la compote et on voit, l'image à droite où, c'est l'enfant qui va, il connaît les dangers, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Donc c'est l'enfant lui-même qui va aller, à côté du feu, qui va même pouvoir allumer le feu, évidemment accompagné d'un adulte, mais l'enfant va être responsabilisé. Voilà, donc au niveau de la responsabilité, en début de sortie ici avec Laurence, donc ici c'est des photos de sa classe, on distribuait les tâches aux enfants. Donc il y avait un enfant de P1 qui allait être responsable d'allumer le feu. On utilise un allume-feu, on utilise une allumette, on apprend à le faire, mais en toute sécurité avec l'adulte. Et il y avait des enfants qui étaient là pour recharger le bois et d'autres qui étaient là pour aller chercher du bois dans la forêt et le ramener. Donc chaque enfant avait sa tâche, savait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire et ce qu'il avait aussi à faire. Et vous verrez que ça fonctionne vraiment très bien. Une fois qu'on le responsabilise, eh bien, il prend son rôle à cœur et il se sent grand.
Et quand il se sent grand, après, ben, il fait attention, il ne dépasse pas les limites et ça se passe vraiment très bien. Quand on n'a pas la possibilité de faire du feu à même le sol, on peut, toujours évidemment avec les accords, faire du feu dans une vasque, comme on le voit ici sur la gauche, et on transporte sa vasque au fur et à mesure des journées de sortie. Alors ça peut être une vasque, ça peut être, un lèche-plat, ça peut être énormément de choses, un contenant en tous les cas qui permet de ne pas laisser de traces de feu au sol parce qu'en général les gardes forestiers ont peur qu'on fasse un feu au sol parce qu'ils imaginent qu'après nous, d'autres personnes pourraient venir s'amuser aussi à faire des feux de camp en forêt, ce qu'ils essayent d'éviter bien évidemment. Donc voilà, la vasque est un bon compromis pour pouvoir quand même faire son feu. Alors, une fois qu'on quittera le lieu d'école du dehors, ben, avoir une petite pelle, creuser un petit trou, on enterre ses cendres, on recouvre de terre quelques feuilles et ni vu ni connu, Le feu a disparu. le feu a disparu. Alors ça, c'est une petite activité qui est sympa à faire aussi avec les plus petits comme les plus grands. Alors, c'était récupérer quelques petites branches de saule qu'on avait placées dans la petite boîte de conserve, avec simplement posé sur la boîte de conserve un couvercle de bocal avec un petit trou. Et on laisse ça la matinée dans le feu. Et en fin de matinée, on vérifie, on retire, bien évidemment avec un gant pour ne pas se brûler, c'est l'adulte qui va faire ça. Et on a fabriqué ainsi un fusain. Et donc, les enfants vont pouvoir prendre ces petits bouts de bois, après qu'ils aient bien sûr refroidi, pour aller peindre sur les arbres, peindre sur un caillou, dessiner, se rendre compte que ça a fabriqué comme du charbon de bois. Et ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre petit crayon nature. C'est une des activités qui peut être faite à tout âge. Des plantations. On peut également, aller planter, que l'on fasse l'école du dehors, en forêt ou dans le jardin de l'école, peu importe. Évidemment, si on est à l'extérieur de l'école, ben, on demande les autorisations. Aller, planter des arbres fruitiers. On a la possibilité, par exemple, dans le courant du mois de novembre, d'obtenir gratuitement, partout en fédération Wallonie-Bruxelles, des arbres fruitiers, arts piqués, qui sont offerts par les écolos. Et il y a dans différentes villes comme ça une journée, où ils viennent proposer de donner des arbres fruitiers. L'année où j'ai fait l'école du dehors, avec ma classe et Églantine, j'avais partagé avec les parents, ce don, et donc je leur avais dit que s'ils avaient envie, ils pouvaient, eux aussi aller chercher les arbres fruitiers, et on s'est retrouvés avec, presque 70 arbres fruitiers à replanter. On s'y attendait pas quoi, à C'était un voir. sacré boulot. Oui, on y a Mais passé une journée. les enfants ont adoré, puis ça a permis de voir de quoi avait besoin l'arbre pour pouvoir pousser, etc. Bah, de faire un petit peu de travail manuel, hein, utiliser la bêche, creuser. On s'est rendu compte que c'était pas facile. Et puis aussi, on s'est dit, dans l'avenir, ben, les petits fruits qui allaient pousser, ben, on allait pouvoir les manger comme ça directement. Il n'y a rien de meilleur que de pouvoir aller grignoter ben, le fruit de sa récolte et puis aussi ben, faire des petites recettes sur le feu de bois. Alors l'argile, nous on a la chance, d'avoir un projet, on peut dire un peu u 2 écoles pilotes, dans la région de Chimay. Donc c'est-à-dire 2 écoles où de la maternelle, la première maternelle à la P6, ils pratiquent l'école du dehors. Alors les 2 écoles sont fort différentes. Il y en a une école où chaque institutrice fait un petit peu à sa mode avec sa classe, sans regarder un petit peu ce que font les autres. Et il y a une autre école, elles ont décidé de travailler à chaque fois sur les mêmes compétences. Et donc ici, elles avaient choisi de travailler donc de la maternelle à la P6 sur les solides. Et ici, on voit une petite activité qui avait été faite donc avec les maternelles. Et donc, on avait apporté toutes sortes de solides dans la forêt. C'était un jour de grande pluie, c'était très chouette. Mais on avait de quoi se cacher dans notre petite cabane. Et avec de l'argile, on venait prendre l'empreinte de ces solides et pour se rendre compte de quelle figure allait apparaître une fois qu'on allait poser le solide dans l'argile.
Alors là, vous nous avez déjà donné bluffé avec beaucoup d'activités et beaucoup d'idées, hein. Franchement, je trouve ça méga intéressant. Je vous remercie. Je ne sais pas si le bruit des oiseaux à l'extérieur était fait exprès ou pas, parce que Pas du ça, tout. ça permet encore de rendre cette présentation encore plus agréable, encore plus zen, parce que c'est très très calme et c'est très chouette. Avant de vous poser quelques questions, je tiens à remercier toutes les personnes dans le chat qui partagent leurs idées. On a Cathy, Anne-Sophie, François qui ont partagé des liens. On a même un Padlet qui vient d'apparaître pour pouvoir partager les ressources sur l'école du dehors. Je vous partagerai après. Je vous lis aussi une petite phrase d'Anne-Sophie qui dit « J'ai expérimenté l'école du dehors avec des enfants de maternelle venant de milieux très défavorisés. Ils se sont métamorphosés, ils ont développé de la confiance en eux, de la solidarité, de l'entraide. Ça a favorisé la communication entre eux. C'est top d'observer ces changements. » Donc, on voit que d'autres personnes ont testé et valident un peu ce que vous nous avez expliqué là maintenant. Alors, je vais me permettre de vous poser quelques questions. On a une question de Lucie qui rejoint la question de Romain. Que faire si on est en ville ou si on est dans un milieu urbain? Est-ce qu'un parc, un jardin, est-ce que vous avez déjà une expérience ou des réponses par rapport aux personnes qui n'ont pas accès à la nature, comme vous l'avez montré là maintenant? Ça arrive souvent. Je connais certains enseignants qui vont à pied très loin, parfois, pour essayer de trouver un bout de forêt un petit peu plus loin. Mais il y en a qui vont simplement dans un parc, hein, parfois un petit carré de terrain de 20 mètres sur 20, chaque petit coin d'herbe ou de cours de récréation. L'école du dehors, ça peut être aussi dans la cour de récréation. D'accord, ok. Donc voilà, ça peut se pratiquer n'importe où. N'importe où. En dehors de la classe, en fait. Maintenant, on aura accès quand même à plus de choses dans la forêt que par rapport à un parc ou par rapport à... Quand on n'a pas de choix, effectivement. Oui. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à la fréquence. Est-ce qu'on doit quand même rester en classe? Est-ce qu'on y va tous les jours? Est-ce qu'on y va toutes les semaines? Et je vous permets de lire aussi un commentaire de Laurence qui dit « À quelle fréquence se font les sorties? Cette année, nous sommes partis sur le terril toutes les semaines. Malheureusement, j'ai perdu ma motivation. J'ai eu la sensation de ne rien structurer, de ne m'arrêter sur aucune des découvertes. J'ai juste survolé les sorties. » Est-ce que vous avez des petits conseils pour Laurence en termes de fréquence et structuration? On va en parler après, je pense, de toute manière. Donc, alors, en termes de fréquence, en tous les cas, ça dépend vraiment de l'enseignant, comment est-ce qu'il sent un petit peu la chose. Moi, j'ai des enseignantes qui sortent toutes les semaines, par exemple tous les mercredis matins. Il y en a d'autres qui préfèrent ne sortir qu'une fois par mois. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui voulait faire des sorties tous les jours. Donc, ça dépend un petit peu de chacun. Pour moi, tous les jours, ça me semble un peu compliqué, surtout qu'on est en Belgique. La météo n'est pas toujours favorable. Je pense que si on peut faire déjà au moins une sortie tous les 15 jours, pour moi, ça me paraît déjà vraiment bien. Oui. Mais ça doit rester un plaisir, ça ne doit pas être une obligation et se dire j'avais décidé qu'on sortirait toutes les semaines et puis finalement ça ne correspond pas trop à mes attentes ou voilà, il faut s'écouter quoi. Et on voit quand même qu'il y a des expériences au Danemark ou ce genre de choses où l'école se fait totalement au dehors. Ça, c'est aussi c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place, mais c'est possible aussi. Au Danemark, par exemple, l'école du dehors existe depuis 1960 à peu près, parce qu'à l'époque, en maternelle, dans l'enseignement, à l'époque, il y avait une grosse pénurie de locaux. Et donc, ils se sont posé la question, le gouvernement s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire, c'est urgent, on n'a pas le temps de construire des locaux ou alors on va les mettre dans des petits réduits préfabriqués. Et donc, ils ont décidé d'envoyer toutes les classes maternelles à l'extérieur. D'accord, ok. Et chez eux, qui pratiquent ça tous les jours, on va dire, ils ont quand même une petite infrastructure. Donc, en général, il y a une petite cabane et un minimum d'aménagement. Ce qui est compliqué chez nous, parce que souvent, le terrain sur lequel on va faire l'école du dehors ne nous appartient pas. On doit demander des autorisations, etc. Et donc, aller construire une petite cabane ou autre, c'est compliqué. Et puis la météo, il faut un petit peu d'argent, il faut investir un petit peu. Et on sait bien que c'est le nerf de la guerre, l'argent dans l'éducation, et que c'est en général les instituteurs qui doivent sortir l'argent de leur poche. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'envisager ça tout de suite. Pourquoi pas plus tard? Moi, j'aimerais bien. Alors, Nathalie valide. Hein. Ils ont un petit jardin dans l'école, un petit poulailler, un petit potager, et ça suffit pour elle pour vivre l'école du dehors. Alors, on va quand même répondre quand même à la question au niveau de la structuration, mais un peu différemment. Est-ce qu'on structure aussi à l'extérieur ou les phases de structuration se font en classe? Est-ce qu'on peut structurer les apprentissages à l'extérieur? Peu importe. Parfois, on fait simplement de la découverte à l'extérieur et parfois, on structure aussi à l'extérieur. Et on s'est rendu compte, mais pas juste moi, tous les enseignants qui pratiquent l'école du dehors, que tout ce qui a été travaillé à l'extérieur, une fois qu'on rentre en classe, presque tout est acquis, quoi.
D'accord, ok. Les enfants l'ont vécu avec leur corps, ont eu la liberté de mouvement aussi. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de soucis pour rester assis toute une journée sur une chaise à écouter et qui n'arrivent pas justement à se concentrer sur le travail à faire ou à écouter ou à faire, et qui justement, le fait quand on est dehors de ne pas devoir se préoccuper. Je peux m'asseoir comme je veux, je peux bouger, je peux parler, je ne dérange pas. À l'extérieur, on a vraiment cette liberté, et donc l'enfant peut vraiment se concentrer sur le travail qu'il va faire, et puis il va vivre toutes les expériences avec son corps, et ça, une fois après, c'est ancré dans le cerveau, quoi. Alors, son corps et son cœur, hein, je suppose aussi. Oui. Ce que je voudrais rajouter, c'est que régulièrement, en tous les cas, moi, mes institutrices, elles essayent d'avoir aussi quelqu'un pour les accompagner. Une personne ressource. Ressources ou pas, hein. Chez les plus petits, ça arrive qu'on demande à un parent de venir aussi. Alors, ils procèdent, chez les plus grands, 2 institutrices ou quelqu'un qui est là en renfort dans l'école. Et donc, ils divisent en ateliers. Et donc, ça permet aux enfants de se retrouver à 3, 4, 5 enfants par petit atelier, un atelier chez moi, chez les 2 autres instituts. On fait des petites tournantes, ça permet d'avoir des petits groupes, et on structure vraiment bien aussi nos petits groupes en tournante d'ateliers. Et donc, c'est un moyen d'intégrer les parents dans la vie de l'école aussi, avec plaisir, quoi. Voilà. Ce qui est parfois une difficulté d'amener les parents à l'école. Donc, c'est peut-être une porte. Amener les parents dehors. Amener, oui, dehors, à l'école, mais dehors. Alors ici, on a encore 2 petites questions. Myriam se pose la question s'il faut chaque fois fixer un objectif quand on fait sa sortie, ou est-ce que ça peut... Voilà, je vous laisse répondre, je pense que vous avez déjà la réponse. Non, oui. Pas du tout. Parfois, on a la réponse. On a la réponse, oui, mais parfois on sort où on a préparé. En général, on prépare toujours beaucoup trop. Et donc, à la fin de la journée, on se dit « Ah, on n'a pas fait la moitié de ce qui était prévu parce qu'on a eu plein d'imprévus. » Et donc, parfois, on veut structurer et faire, mais ce qui est bien aussi, c'est de lâcher prise. Et donc, ça arrive de temps en temps que l'institut aussi lâche prise, tellement les enfants sont bien heureux qu'elles le constatent et qu'elles n'ont pas envie de leur arrêter, de leur couper ce moment-là. Et donc, il ne faut pas toujours structurer, il ne faut pas toujours prévoir 1000 choses à faire. Ça fait du bien aussi de temps en temps de vivre simplement. Et il y a un reportage sur une TV locale, je ne sais plus exactement c'est laquelle, je me demande si ce n'est pas au Luxembourg, qui a été faite il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, d'une enseignante qui pratiquait l'école du dehors avec ses élèves et qui disait je préparais toujours plein de choses et finalement ça ne fonctionnait pas, enfin ça ne me correspondait pas, je ne m'y sentais pas bien, et j'ai décidé que quand je sortais, je ne préparais rien. Et puis qu'on verrait comment ça se passe. Et puis depuis, ça se passe très très bien. Elle est très épanouie. Et puis voilà, quoi. Alors Thibaut, il a posé sa question au tout début, donc peut-être que vous y avez déjà un peu répondu en fonction de ce que vous avez présenté, mais il pose la question de comment favoriser l'attention des enfants tout en étant à l'extérieur. Est-ce que l'attention ne se favorise pas indirectement c'est ce que vous avez présenté, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer aussi cette attention de l'enfant sur les tâches à réaliser? Il n'y a pas besoin de le faire. Oui, d'accord, ok. Parfois, on parle tout doucement comme ça, et l'enfant vient directement. Ils sont là. Ils sont présents et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Parce que la nature amène déjà tout ce cadre d'attention. Voilà. On gendarme très peu, en fait, parce qu'ils se sentent à l'école du dehors. Oui. Allez, une dernière pour la route. Anaïs qui s'excuse de son retard, mais il n'y a pas de problème, Anaïs. Tout le monde aura accès au replay et à la vidéo sur la chaîne YouTube après. Elle pose la question, est-ce que c'est possible avec les enfants à partir de 2 ans et demi? Et même moi, je vais agrandir la question. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans les formations pour adultes? Enfin, voilà, c'est une petite question que je vous pose aussi en même temps. Donc, il n'y a pas d'âge. Et moi, je donne des formations pour adultes à l'extérieur et on le fait régulièrement. On va régulièrement dans la forêt, cuisiner dans la forêt, faire plein de choses en forêt. Donc, et dès 2 ans et demi, oui, on le fait. On l'a fait avec des accueils déjà. Donc, 2 ans et demi, c'est OK. Oui, et par exemple, Sarah Wauquiez nous a expliqué qu'en Suisse, les crèches pratiquaient aussi la crèche dehors, quoi. La crèche dehors. Donc, on peut le faire déjà bien avant 2 ans et demi. Alors. Oui. Super. Bon, voilà, vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Ici, on va avoir des questions un peu plus sur le programme. Vous allez présenter un peu le programme parce qu'elles ont montré des activités de manière générale. On va se focaliser plus sur comment apprendre le français, comment apprendre les mathématiques à travers les activités. Je vous laisse représenter et j'interviens s'il y a 2 questions et on continue comme ça. Merci. Super, en tout cas, merci beaucoup.
Ça, c'est vraiment une question qu'on nous pose régulièrement, les enseignants qui connaissent pas l'école du dehors, qui découvrent, les enseignants de primaire surtout, hein, en maternelle, on se pose moins ce genre de questions. Les questions sont différentes, mais en primaire, c'est surtout: «Et mon programme?» J'ai déjà du mal à clôturer, à voir tout mon programme et comment je vais faire, voilà, pour pouvoir, travailler sur, mes apprentissages, le maths, les français et pas juste faire de l'éveil à l'extérieur. Surtout chez les, on constate ça surtout chez les P1, P2, où ils disent ils doivent apprendre à lire. Hein, ça tracasse énormément les enseignants. Hein, la base se fait en P1, P2. Il faut absolument que je boucle mon programme et que les enfants soient. Oui, ou en P6 parce que, il y a le CEB qui est à la fin du cycle et c'est important aussi. Donc c'est vraiment en général, c'est la question qui revient, à chaque formation et à chaque rencontre qu'on fait, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait du programme? Et donc, beh, le programme, on va le travailler à l'extérieur évidemment, on va profiter de la nature parfois et parfois, pas spécialement, hein. Parfois on va sortir avec ses cahiers, on va sortir avec ses feuilles d'exercice. C'est aussi une possibilité, heu, si on a la possibilité d'aller, juste, sur la cour de l'école ou dans son verger à l'école, beh, on peut se dire: «Aujourd'hui il fait beau, je prends mon cahier, je prends mes feuilles d'exercice et je vais travailler à l'extérieur». Ici, on voit, des activités évidemment où on travaille avec la nature, les éléments de la nature. On voit par exemple en haut à gauche qu'on va, travailler la numération. On en a fait le jeu du petit magasin où l'unité, la dizaine, la centaine étaient représentées par un élément de la nature et donc les enfants avaient construit leur petit magasin par groupe, avec déjà des éléments de la nature. Ils étaient allés chercher, ils avaient Des éléments un qui commençaient par une lettre prédéfinie. Donc, par certains avaient exemple, oui. reçu le A et ils devaient aller chercher tous des éléments qui commençaient par la lettre A ou qui comprenaient la lettre A. Les autres avaient fait le B, les autres le C, etc. Et ainsi de suite, ils leur attribuaient un prix et ils devaient ensuite aller vendre ou acheter Voilà, des produits avec la monnaie de la nature. donc là, il faut payer, hein, avec les centaines, unités et dizaines de la nature et puis, il faut rendre la monnaie aussi parfois parce qu'il y a pas toujours la monnaie juste quand on n'a plus assez dans son portefeuille et puis on peut dire aussi à un moment, l'enseignant quand il voit qu'ils ont suffisamment travaillé, sur ce sujet-là, dire: «Ah, il reste plus grand chose à vendre, maintenant on fait tout à 50». Et donc, ben, voilà, il va falloir faire un calcul. On va calculer, je dis 50, mais ça pourrait être, un autre pourcentage et donc voilà, on est parti, on a fait des maths, et pour eux, on a joué, hein, on n'a pas fait des maths. Et j'ai une institutrice, elle est allée jusque dans les millions pour voir avec sa classe un peu tous les chiffres. Alors, ça Voilà. peut être juste simplement représenter des opérations régulièrement avec des petites bandelettes, 5 fois 4. Donc, on représente et puis après, on peut s'amuser aussi à calculer. Ça peut être sur des petites pinces à linge avec des petits calculs. Alors, les pinces à linge, nous, on les a utilisées à toutes les sauces, hein. Soit on devait aller chercher des feuilles pour les coincer dans les pinces à linge et réussir l'opération, soit une fois, il s'est arrivé qu'on attribue un chiffre à un arbre et il devait retrouver l'arbre auquel correspondait la pince à linge. Ça nous a permis de voir aussi les multiplications. Ah, il y a 5 fois la pince à linge sur l'arbre numéro 6. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose pour déjà pouvoir travailler un petit peu les mathématiques. L'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait un exemple avec, une classe de maternelle d'avoir, un support au sol pour pouvoir travailler. On le voit ici en haut à droite sur, un petit carré de moquette, mais peu importe le support, où comme ça chaque enfant peut faire son travail. C'est plus facile pour lui, c'est plus facile pour l'enseignant aussi qui vient regarder ce qu'il fait et valider, son travail réalisé. Le plateau également en bas à gauche, ça peut être une alternative du moment qu'il a un endroit bien spécifique pour travailler. On voit en haut à droite qu'on a travaillé l'unité, la dizaine, la centaine, aussi l'unité de 1000 et de nouveau les pinces à linge en bas à droite où l'enfant avait une opération, qui était indiquée sur la pince à linge et il devait mettre, le résultat de son opération à l'intérieur de la pince à linge. En fait, comme matériel, vous ne devez pas aller acheter des carrés de moquette, des plateaux, etc. En général, vous prenez ce qui vous traîne, ce qui traîne sous la main. Ça peut être une feuille blanche que vous avez plastifiée, ça peut être quelque chose que vous avez demandé à votre boucher, ça peut être la voisine qui a récolté un petit pot, peu importe.
mais il y a moyen de trouver facilement. En général, ça demande très peu d'investissement financier. On travaille la récup, au maximum. Se classer, Alors, ce qui est très chouette dans ce genre d'activité, c'est que si vous faites ça en classe, forcément, ça va être le bazar. Il y a des chaises qui vont tomber par terre. Il y a Brian qui va pousser Kevin, qui va ennuyer Kimberley en même temps. Ça va crier dans tous les sens. Les sons vont se réfléchir partout dans la pièce. Ça va être invivable. En forêt, il n'y a pas de souci. Donc, on peut se classer, on peut s'amuser, on peut se coucher par terre, on peut se mesurer, se mettre contre un arbre. Ça permet aux enfants de pouvoir faire ça librement, de pouvoir vous aussi le vivre sainement. Donc la forêt, elle permet aussi de faire un tas de choses que si on doit les faire en classe, c'est pas toujours évident et agréable. voilà, la liberté de mouvement et la liberté par rapport au bruit, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, à l'extérieur. Alors ici, c'est tout un tas de petits matériels parce que nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est mettre un peu les enfants au défi. Donc, vous voyez la petite table ici en haut. C'est une institutrice ici qui avait lancé un petit défi à CP6 avec, il y avait un magnifique arbre très très gros à côté de leur endroit d'école du dehors. Et donc, elle avait mis à leur disposition une table avec tout du matériel. Et la seule consigne était, avec le matériel présent sur table, débrouillez-vous, mais mesurez-moi le diamètre de l'arbre. Alors, bien évidemment, pas moyen de le scier pour pouvoir aller mesurer en plein milieu. Et donc, c'est à force d'expérimenter qu'ils ont su réussir à trouver la solution en trouvant une souche qui avait plus ou moins le même périmètre, etc., dans les alentours. Et donc, voilà, ça permet à l'enfant d'expérimenter, de fabriquer son petit matériel, d'aller voir à gauche, à droite. Et ici en bas, on avait travaillé aussi tout ce qui était le mètre et le fractionnement. Est-ce que ça se dit? Les fractions du mètre. Les fractions du mètre. Et donc voilà, ils avaient eux-mêmes fabriqué leur petit matériel avec 6 sécateurs. Et de retour en classe, parce que c'est toujours bien d'utiliser ce que vous avez vu dans la nature, d'en faire un retour en classe. Donc l'institutrice, elle avait ramené donc ces espèces de piges d'1 mètre et les petits morceaux de 10 centimètres, et ils s'étaient amusés à tous mesurer leur écharpe. Et c'est une activité qui avait très très bien marché. Elle utilise encore ce matériel-là. C'est le matériel, de référence, quoi. Et comme ce sont les enfants qui l'ont construit, évidemment pour eux, ça a du sens. En bas, on voit une balance qui a été, construite, avec, 2 paniers et de la ficelle, et puis il fallait imaginer comment on allait pouvoir construire cette balance. Eh bien, c'est pas facile parce qu'on a tendance soit à serrer les liens assez fort, au niveau du nœud principal, et puis, on se rend compte que, il y a plus rien qui bouge, donc on sait pas vraiment, peser, d'un côté ou de l'autre, et puis ou alors on serre pas assez, et puis alors là, on se rend compte que, il y a tout qui bouge, ou bien au moindre vent, ça bouge, donc il faut trouver un juste équilibre. Déjà l'équilibre, d'abord, et puis après un juste milieu pour le serrage de la corde, et donc c'est aussi un bel apprentissage. Alors ça permet à l'enfant d'expérimenter et puis de voir, d'essayer de pousser ses limites et d'aller voir beaucoup plus loin, d'expérimenter, de s'épanouir. Donc là, il va pas juste travailler les masses, hein, il va faire de la physique, voilà, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que les paniers soient à la même distance, il faut que les paniers aient la même masse au départ. Si un panier est plus lourd que l'autre, évidemment, on va devoir, éloigner un panier l'un de l'autre. Enfin, c'est vraiment, un beau travail à faire. Alors ici, on voit la suite du travail. Vous vous souvenez avec les maternelles tout à l'heure de mon école un peu pilote qui fait école du dehors de la maternelle à la P6, où on avait vu avec les tout petits qui faisaient les empreintes des solides dans l'argile. Mais ici, c'est une leçon que moi j'ai l'habitude de donner au tout début, lors de la première sortie que je fais, enfin la deuxième sortie, la sortie qui suit l'aménagement de l'endroit avec les élèves. Donc, dès la sortie de la classe, je leur donne une petite mission secrète, donc quelque chose qu'ils ne doivent absolument pas dire à personne. Donc, ils reçoivent un petit papier plastifié, hein, et on voit ici le cône et la pyramide à base carrée. Et donc, sur le trajet qui va les amener à leur endroit d'école du dehors, ils doivent trouver du matériel au sol qui leur permettra
de réaliser donc ce qui est représenté sur ce petit bout de papier. Donc une fois qu'ils arrivent au bois, on découvre l'endroit, on s'installe, on prend un petit peu de temps pour se poser et ensuite, ils ont eu la petite mission de réaliser donc ce solide. Donc voilà la pyramide à base carrée ici, dans la main qui est quand même pas mal faite et une fois que toutes les formes sont faites en miniature, ils doivent retrouver qui avait la même forme qu'eux. Donc ils vont chercher un petit peu et à partir de là, ils vont devoir construire, mais de façon beaucoup plus grande, sous forme de cabane. Donc ici, on voit en bas sur la photo, ils sont en train de poser les premiers mois pour construire la pyramide à base carrée, mais version, grandeur nature et donc c'est une leçon qui marche très, très bien pour voir un petit peu tout ce qui est solide et en tous les cas, le retour que j'en ai des enseignants, c'est que ça fonctionne vraiment bien parce que comme ils l'ont vécu en manipulant, en bougeant, comme ils l'ont vécu avec leur corps, en général, quand on le revoit après en classe, c'est acquis parce que les images reviennent directement dans la tête et ça fonctionne vraiment bien. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on voit donc les petites images que chaque enfant a reçues en secret au départ, en sortant de l'école. Ça peut être, voilà, peu importe, hein, on peut faire ça avec des plus petits aussi en donnant par exemple une lettre et l'enfant va devoir trouver sur le chemin, quelque chose où il entend le son, le phonème, qu'il a reçu et ça permet après par exemple, de former des groupes. Une fois qu'on arrive à l'école du dehors, on peut dire tous ceux qui ont reçu, la lettre A, tous ceux qui ont reçu le cône, voilà, vous allez vous mettre ensemble et vous allez former une équipe pour après construire une cabane ou pour faire d'autres choses. Voilà, et pour ceux qui sont loin de leur endroit d'école du dehors, alors j'ai des écoles qui ont de la chance, la forêt est à 5-10 minutes à pied de l'école, ça c'est très chouette. Mais il y en a certains, par exemple, pour l'école juste avant ici, ils doivent marcher une demi-heure. Donc chez les petits, c'est déjà assez long et pourtant ils ne se plaignent pas, hein. La 1re fois qu'on a fait le trajet, on se tracassait énormément en se disant: «Est-ce qu'on ne demanderait pas aux parents de les amener là-bas?» et finalement pas du tout, ils sont automotivés, ils chantaient tout seuls: «On est presque arrivés» et c'est passé très bien, mais faire ce genre d'activité, ça permet de combler le chemin qui peut être parfois un peu long et les enfants ne s'en rendent pas compte. Alors, on a déjà fait du comptage. Les enfants avaient des missions, compter le nombre de maisons, compter le nombre de panneaux de signalisation, combien d'animaux est-ce qu'on voyait sur la route. Et puis l'institutrice avait préparé tous des calculs une fois arrivés sur place. Euh, Prenez le nombre de maisons sur la route, retirez de ce nombre de maisons de la route le nombre de vaches que vous avez vues, et donc ça rendait le trajet un petit peu plus sympathique. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce que l'on voit autour de nous pour pouvoir euh, faire passer les choses un peu plus facilement. Des empreintes de solide, de nouveau, par une magnifique journée. Plein de pluie. Quelque chose de catastrophique. On n'a jamais eu une drage pareille. En plus, l'institutrice ne s'était pas très bien coordonnée. Enfin, ce n'était pas de la faute de l'institutrice, mais avec le garde-chasse, donc qui n'avait pas fait son quota et qui avait rajouté, sans rien dire à personne, des jours de chasse à gauche, à droite. Et donc, en arrivant pour aller dans la forêt, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y aller. Donc, on est allé au parc. Et au parc, on a fait ces empreintes, mais au parc, c'est un endroit découvert. On ne sait pas tirer de bâche, on ne sait pas se protéger, donc on a vécu cette activité sous la pluie. Mais vous voyez, ça permettait de mouiller de l'argile, donc c'est nouveau de l'argile, hein. L'argile, c'est quand même très chouette à utiliser. Alors l'argile, on peut en trouver aussi dans certaines jardineries, chez certains fleuristes. Ça ne coûte pas très cher. On peut le faire aussi avec de la boue. Alors on badigeonnait l'argile, c'est gai aussi de le faire avec les mains. On peut utiliser des pochoirs aussi. Et ça nous permettait de voir un petit peu chaque côté de notre solide. Quand on est dehors, comme je vous ai dit tantôt, on peut sortir avec son cahier, on peut sortir avec une feuille, un crayon et c'est important d'avoir un support rigide sur lequel on va écrire, sur lequel l'enfant, il peut s'asseoir n'importe où, il peut s'asseoir par terre, il peut s'asseoir contre son arbre, mais
il doit avoir un certain confort pour écrire correctement. Et donc, que ce soit une planchette en bois, que ce soit un support rigide, comme on le voit en haut à droite, tel qu'on les utilise en classe, peu importe. Mais moi, j'avais toujours avec moi des supports rigides quand on sortait. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter comme ceux qu'il y a sur la photo avec pour coincer la feuille, etc. En général, vous trouvez des choses. Il suffit souvent de demander aux parents, aux grands-parents. Il y a toujours bien quelqu'un qui est un petit peu menuisier, qui a une vieille planche qui traîne à gauche, à droite dans son grenier. Et donc, une belle planche de multiplex, quelque chose qui résiste quand même un petit peu à la pluie, à l'humidité, parce que parfois on va les poser au sol, ça fait largement l'affaire. Quelques millimètres, il n'y a pas besoin de plus. En plus, c'est léger, ça se met facilement dans le sac et on a toujours un support pour pouvoir travailler. On va pouvoir les utiliser pour cuisiner, on va pouvoir les utiliser pour écrire, on va pouvoir les utiliser pour délimiter notre petite zone au sol, pour travailler avec du comptage. Ça va pouvoir servir à plein de choses. Il y a pas de tableau à l'extérieur, on n'en a pas encore eu en tout cas. Et donc, voilà une possibilité pour remplacer le tableau vert ou le TBI, hein, pour ceux qui ont des TBI ou des projecteurs, c'est d'avoir une grande feuille plastifiée, un marqueur effaçable et puis, voilà, on l'utilise comme l'enseignant va l'utiliser comme tableau. Alors ici, elle l'utilisait pour répéter ses rituels qu'elle a d'habitude en classe. Donc, elle a trois petits rituels qu'elle fait tous les jours. Et donc, au début du projet, elle me disait, oh, j'aimerais bien continuer. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment qu'elle se sente bien et qu'elle puisse. Et puis, c'est un point de repère pour les enfants. Donc, elle continuait ces petits rituels en fin de sortie. Donc, ils avaient leur petit calcul à faire. Et voilà, les enfants s'y retrouvent aussi. Et on le fait aussi avec les petits, hein. Donc, moi, j'ai régulièrement dans les classes de maternelle, ils font souvent du brain gym, boire un petit coup à la gourde, une petite chanson. En général, vous reprenez le rituel que vous faites à l'intérieur et vous le faites à l'extérieur. C'est un point de repère supplémentaire pour les enfants et c'est vraiment très chouette. On utilise aussi le matériel que l'on utilise, tous les jours en classe. À partir du moment où le matériel est plastifié, c'est quand même mieux, surtout s'il est comme ça les enfants peuvent le manipuler, le laisser par terre, s'il est mouillé, c'est pas grave, il va sécher ou bien on va le laver si c'est sale et on sort avec le matériel qu'on utilise en classe, on l'utilise aussi à l'extérieur. Alors moi, c'est arrivé que des institutrices prenaient les alphas et on allait avec les alphas aussi à l'extérieur travailler. Il ne faut pas avoir peur de prendre son matériel et de donner simplement sa leçon dehors, même assise dans la cour de récréation, c'est déjà super aussi. Ici, d'autres exemples avec, de nouveau des plus petits où on avait, vous voyez, on voit deux enfants qui ont des petits papiers en main, donc c'était de nouveau, on leur avait donné en secret en sortant, de l'école et ils avaient on savait que le long du chemin ou en arrivant à l'école du dehors, beh, ils allaient devoir reformer les lettres, qu'ils avaient dans leurs mains. Et ensuite, on leur a demandé, de ramasser des objets. Parfois, vous voyez sur la photo du haut à droite, ce ne sont pas toujours des objets de la nature, ce sont aussi, des objets. Ils devaient entendre I, beh, dans la scie, on entend I, comme ils avaient une scie à leur disposition, beh, ils étaient allés chercher la scie et vous voyez le support vert pour pouvoir bien placer évidemment les différents éléments, à mettre en évidence. On travaille la grammaire, voilà, c'est un exemple. De nouveau, la liberté. On avait mis à disposition des enfants 3 supports. D'un côté, il y avait les groupes nominaux, les groupes verbaux et les autres, on va dire. On était en P1 et donc les enfants devaient constituer des phrases. Alors, parfois c'était des phrases, normales, parfois c'était des phrases comiques, parfois c'était des phrases, négatives, hein, comme on le voit en haut à droite, on devait utiliser le ne pas ou n'est pas ou enfin voilà et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant va pouvoir
se déplacer comme il veut, il va pouvoir se lever, aller chercher des étiquettes, ça ne fonctionne pas, on va les remettre, on revient, on peut parler parce qu'il travaillait en groupe, on peut parler à ses copains, on peut parler tout haut, on dérange personne, ni dans ses mouvements, ni dans ses paroles. Donc ça, c'est vraiment, ça va donner à l'enfant beaucoup d'assurance pour tout le monde. Et pour l'enseignant aussi, c'est C'est du agréable. français en s'amusant. Voilà. De nouveau, à droite, en haut à droite et en bas, les mêmes petits mots que l'on utilisait aussi en classe, hein, voilà, il faisait un aller-retour entre la classe et l'école du dehors. Et en haut à droite, c'était une activité que tu avais faite. À gauche. À gauche, pardon. Oui, donc j'avais fait toute une activité sur l'arbre et on avait vu un petit peu le mode de fonctionnement de l'arbre et le vocabulaire qui tournait autour de l'arbre. Et donc, ils avaient reçu une petite liste, si je me souviens bien, il y avait 6 mots et ils devaient en choisir quelques-uns et ils devaient faire un mot croisé. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais si on avait l'image un petit peu en plus grand, on voit par exemple que le B de branche est fait de tous des glands. Donc ça permet en même temps de travailler un petit peu la dextérité. Vous voyez quand même le temps qu'il faut pour réaliser ce genre de petites constructions. C'est pas évident. Et je pense que c'était des P2. C'est quand même déjà pas mal fait et ça leur fait travailler un petit peu le français sans s'en rendre compte, en s'amusant. Et ça permet aussi aux enfants qui ont un petit peu plus dur dans ces branches-là, bah, de pouvoir s'épanouir autant que les autres. Et on voit ici, par exemple, en haut à gauche, qu'il n'y a pas de support au sol parce que l'activité était trop grande par rapport au support que l'enseignante pouvait avoir. Donc, dans ces cas-là, on va un peu balayer le sol en enlevant les feuilles, quand c'est possible, évidemment, pour que ce soit bien visible. Alors, ce qui est toujours bien d'avoir dans son sac à dos aussi, hein, en tant qu'enseignant, animateur nature, peu importe, c'est d'avoir un drap blanc. Donc, si vous avez un grand travail à faire et que vous avez besoin que ce soit bien lisible, vous pouvez emporter un drap blanc. C'est pas très lourd. Ça ne coûte pas cher puisqu'on ne va pas l'acheter. On va demander à quelqu'un s'il n'a pas ça qui traîne dans son grenier. Et puis voilà, hein, il suffit de l'étendre sur le sol et puis s'il est vraiment sale en fin de journée, on le met sécher et on le met à la machine à laver de l'école ou on le ramène chez soi ou c'est pas grave, on peut le laisser sale aussi. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir un support pas cher et pas lourd pour pouvoir aller à l'école du dehors. On voit ici, de nouveau, on travaille comme en classe, on a les enfants qui travaillent en groupe ou qui travaillent seuls et on voit sur la photo du haut, que les enfants sont espacés et ça permet aussi aux enfants qui ont besoin d'être à côté de l'enseignant plus souvent, par exemple, de se rapprocher de l'enseignant. Les enfants qui ont besoin d'être isolés parce que, voilà, ils veulent être tout seuls ou ils veulent ne pas être dans le bruit ou juste avec la copine, on peut aller travailler un peu plus loin. Il n'y a pas de place attitrée quand on est à l'école du dehors. Le même genre d'activité, ici sur une table, hein, les enseignants avaient la chance d'avoir des tables et des bancs à leur disposition, avec des plus grands. Donc de nouveau, le matériel utilisé en classe, qui sort de la classe et que l'on vient utiliser à l'extérieur. Une activité coule ou flotte, hein. Moi, je sais que, hein, après, plus de 20 ans d'expérience en classe, que c'est super gai à faire, c'est chouette ce genre d'activité comme toutes les expériences scientifiques, mais on se dit toujours, «Oh là 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 là, on va avoir de l'eau partout», on passe plus de temps à donner des consignes, par rapport au fait que justement il faut pas renverser, qu'il faut faire attention, que enfin voilà. Et à l'école, du dehors, on n'a pas cette contrainte-là. On peut renverser, on peut mettre de l'eau, c'est pas enfin voilà, on va même pas en parler parce que c'est vraiment pas important. On va vraiment se focaliser sur, l'activité, que l'on est en train de réaliser. Alors là, ça peut paraître un peu simple comme activité, mais elle était un petit peu plus poussée. Donc au départ, j'étais venue avec, une malle secrète dans laquelle ils devaient rentrer leurs mains et sortir un objet, donc simplement en le reconnaissant avec sa main, donc une boîte à toucher. Ensuite, ils devaient répondre à la question «coule ou flotte?» et à partir de là, essayer de m'expliquer pourquoi est-ce qu'un objet coulait ou flottait et c'était avec des plus grands, on était arrivé au principe de masse volumique et par la suite, on avait la chance ici, d'être pas loin d'une petite rivière. Ils avaient dû essayer de construire un objet qui flotte
Et ça nous a permis d'aller voir un petit peu, puis d'arriver à d'autres calculs, comment mesurer la vitesse du petit radeau qu'on a fabriqué, voir un petit peu tout le vocabulaire autour du cours d'eau, etc. Donc, il y a moyen de faire vraiment plein de choses autour de l'eau aussi. En expérience scientifique, j'ai fait des expériences avec du feu, j'ai fait des expériences sur l'air, j'ai fait plein de choses avec eux, qu'en classe, ce serait un petit peu compliqué de les faire. En tous les cas, un petit peu plus dangereux et un petit peu plus sale. Ici, on est dans une activité avec Sarah Wauquiez qu'on voit à gauche lors d'une de nos rencontres. Donc, elle avait proposé une activité qui fonctionne assez bien et qu'elle propose, elle, en Suisse. C'était de réaliser une BD avec 3 cases. On invente une histoire et on réalise cette histoire avec des éléments de la nature. Et la consigne était assez simple, hein. Donc la seule consigne, les seules consignes, 3 cases, et ça devait être évolutif. Donc on devait sentir que l'histoire évoluait dans ces 3 cases. Et la dernière des consignes était: vous n'êtes pas obligé de respecter ces consignes. Ce qui laissait le libre cours à l'imagination, mais voilà, tout le monde a quand même fait ces 3 cases. Donc on peut voir ici à droite, donc c'était un météorite qui arrivait sur la planète et qui explosait. Et donc, en fait, chaque petit groupe de 4-5 personnes construisait sa petite histoire de 3 cases. Et le but du jeu, après, quand tout le monde avait terminé, c'était d'aller chez les autres et d'essayer de comprendre l'histoire des autres. Et c'était complètement incroyable de voir à quel point on avait énormément d'histoires différentes et c'était vachement bien fait. Il y a des gens qui avaient été très vite, d'autres plus doucement, mais c'était vraiment très riche. Après, elle pouvait pousser un petit peu plus loin parce qu'elle, donc, c'est quelque chose qu'elle propose. Elle le propose une fois au milieu forestier, puis après, elle propose aux enfants de continuer l'histoire, par exemple, au bord d'une mare, de rajouter 3 cases, mais toujours avec les mêmes personnages qui évoluent, mais cette fois-ci autour de la mare, ensuite dans le verger, ensuite dans la cour de récréation. Et elle fait évoluer comme ça son histoire, et puis elle fait aussi un petit travail de français. Bah, tiens, on pourrait rajouter des bulles dans notre histoire, écrire un petit texte. Donc ça peut être une activité aussi très riche. C'est un petit peu artistique, imaginaire et aussi d'écriture. Différents lieux. Comme on l'a dit de plusieurs fois, l'école du dehors, c'est dehors, peu importe. Donc on voit ici des lieux différents, la forêt, la prairie, peu importe, un petit cours d'eau en bas, voilà, du moment qu'on est à l'extérieur. Laisser les enfants grimper, monter sur les troncs. Les enfants connaissent leurs limites. Moi, je suis pas à l'aise tout en haut d'un arbre, je vais pas grimper en haut d'un arbre. L'enfant qui se sent à l'aise, il va pouvoir grimper. On peut aider aussi les enfants à ne fût-ce qu'à grimper à quelques centimètres, hein, on se sent tout de suite grand, valorisé, et c'est vraiment important aussi. Ça fait travailler la psychomotricité, mine de rien. Moi, j'ai eu une petite, la première sortie qu'elle a faite, elle n'osait pas, elle pleurait tout le temps, on pensait que ça allait être vraiment compliqué pour elle. Et vers la fin de l'année, elle se roulait dans les feuilles, elle courait partout, mais elle n'avait jamais été en forêt et ça permet de travailler un peu cette psychomotricité aussi et d'apprendre à découvrir. On a besoin de faire ces expériences et voilà, et on n'a encore jamais eu d'enfant tombé, donc ne vous tracassez pas de ce côté-là. Au bord d'une rivière, des enfants qui grimpent de nouveau, un enfant qui grimpe en bas, très, très haut. Ici, c'était un adolescent, qui restait là toute la quasi une bonne partie de la journée. Voilà, donc un adolescent de 16 ans et donc ils font l'école du dehors tous les lundis. Et lui, son truc, c'était vraiment de grimper dans l'arbre. Même moi, je n'y serais pas allée parce qu'il y a, vous constatez, il n'y a pas de petites branches pour poser le pied. Donc, il grimpait un petit peu comme les gens des tribus. Je ne sais pas où il a appris ça, mais il grimpait vraiment très bien. Et même dans les moments de rassemblement, parce qu'en fait, au pied de cet arbre, c'est leur coin de rassemblement avec le feu, mais il restait là pour écouter les consignes. C'est un endroit où il se sentait bien. Et il adorait ça, il y restait régulièrement et voilà. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de laisser les enfants grimper aux arbres, jouer dans l'eau, jouer dans les flaques de boue. Ça fait partie des apprentissages, de faire de la miche-popote. Voilà, quand on a la chance d'avoir une rivière à proximité, mais étudier les petites bêtes de la rivière, c'est aussi une richesse.
Ça, c'est une activité parfois un petit peu plus naturaliste, mais vous pouvez trouver des clés de détermination très simples, même pour les maternelles, hein. Là, c'était moi qui étais avec eux. Il y a moyen de trouver juste, on doit reconnaître le dessin. C'est assez bien fait. Les enfants savent le faire eux-mêmes spontanément. Donc, et il y en a adapté pour les P1, P2, P3, P4, P5, P6 et même pour les plus grands. Donc ça, c'est vraiment une activité. Alors les épuisettes, nous, on les a fabriquées avec du matériel pas très cher. Donc un manche de balai et sur lequel on a accroché avec 2 serre-joints un tamis. Alors privilégier un tamis en plastique parce que les tamis un tamis métal, il y a souvent 2 petits crochets pour s'accrocher à la casserole, hein, puisqu'à la base, ça sert à ça. Et donc, sur ceux en plastique, il n'y en a pas toujours. Et donc, ça permet de bien aller dans le fond et récolter les petites bêtes qui vivent dans la vase. Et donc, ça permet un petit peu de voir la chaîne alimentaire, ce que c'est qu'une chaîne alimentaire, ce que c'est qu'un écosystème. Et c'est une activité que les enfants adorent. Manger, on a dit tout à l'heure, on peut manger au pied de son arbre, on mange au coin du feu, enfin, autour du feu. Ici à gauche, c'est un repère de chasseurs, donc c'est un grand-père dans une école qui a un repère de chasseurs, qui est chasseur et qui a mis à disposition son endroit de chasse pour les enfants. Évidemment, la contrainte, c'était on ne sort pas pendant les périodes de chasse, mais l'avantage, c'est qu'il y avait un endroit pour s'abriter, il y avait des chaises, il y avait des tables, enfin, des bancs, des tables. Voilà, c'était aussi intéressant, quoi. Alors ici, on voit qu'ils mangent principalement en groupe. Ça arrive souvent, mais ça arrive aussi très régulièrement qu'ils demandent est-ce que je peux aller manger dans ma cabane? Est-ce que je peux aller manger avec ma copine? Et c'est des choses qu'on peut leur permettre. Et donc, ça leur fait du bien aussi de se retrouver en petit comité, comme nous, parfois, on a envie de se retrouver entre nous, ou comme parfois, vous avez envie de manger dans votre classe plutôt que d'aller manger dans la salle des profs. Pour les enfants, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment la liberté. Se Les protéger. contraintes de météo. La météo belge. Bienvenue en Belgique. Donc, si vous voulez faire l'école du dehors en Belgique, eh bien voilà, il faudra prévoir dans votre matériel une bâche. Une bâche non seulement pour pouvoir parfois protéger les affaires, mais pouvoir aussi parfois se protéger soi-même, hein, parce que forcément, ça arrive régulièrement qu'il se mette à pleuvoir. Donc voilà, c'est jamais superflu d'avoir une petite bâche qui traîne à gauche, à droite dans ses affaires pour se protéger. Avec les maternelles, hein, on a beaucoup fait l'expérience encore cet hiver. Et c'est moins chouette, c'est difficile de sortir en hiver, donc évitez de sortir les jours de grosses pluies. Une petite fine pluie, ça va, mais les grosses pluies, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours le matériel, les enfants n'ont pas toujours des bottes, l'équipement nécessaire, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des enfants qui sont très bien équipés, d'autres un petit peu moins. Et donc, les jours de grande pluie, évitez, parce qu'une fois qu'il y en a un qui se met à pleurer, il y en a 2, puis C'est 3, contagieux. puis 4, puis 5. Puis après, c'est très chouette. La grande question aussi. Les toilettes, oui, les plus grands iront faire pipi nature, hein. Alors moi, j'aime bien en début de projet, on choisit toujours un coin de forêt où on ne va pas jouer, qu'on va réserver aux toilettes. Alors on peut choisir un endroit relativement grand, ce qui permet toujours aussi de ne pas aller faire ses besoins aux mêmes endroits et qui permet aussi à la forêt de ne pas toujours recevoir les cadeaux aux mêmes endroits. Et voilà, pour les plus petits, ça c'est quelque chose de très chouette. Donc c'est des petites toilettes mobiles. Ici en bas à gauche, c'est un papy qui l'a fabriqué, donc c'est juste l'assemblage de quelques planches avec un petit trou bien poncé, hein, je ne veux pas prendre une petite écharpe dans la fesse. Donc voilà, et on pose le petit cabinet par terre, on accroche le papier toilette à une branche d'arbre et l'enfant de maternelle comme ça devient autonome. Alors pour ceux qui sont en maternelle M1 par exemple, ou même encore M2, il y a moyen d'accrocher sur ce petit montage de planche, un petit support pour rétrécir, hein, la toilette et que l'enfant puisse devenir autonome parce que vous imaginez bien si vous êtes avec votre groupe toute seule ou même à 2 avec 20 enfants et un
toutes les 3 minutes qui dit: «Madame, je dois aller faire pipi» et que vous devez l'accompagner pour l'aider à s'accroupir, lui tenir son pantalon et cetera, c'est un peu compliqué. Donc ça vous permet d'être autonome et de ne pas devoir gérer, les enfants aux toilettes. Alors pour les plus grands, bien sûr, c'est pipi nature et pour encore chez les plus grands, hein, c'est que chez les P6 et même, chez les ados, bah, on est tout de suite un petit peu plus gêné. Il suffit de délimiter la zone, de prendre également, par exemple, une bâche et de la tirer vraiment bien droite, comme si c'était un rideau et d'aller derrière ce rideau et ça permet, pour ceux qui sont un petit peu plus pudiques, d'être bien cachés, quoi. Alors on évite de laisser les papiers dans la forêt. Alors il faut expliquer aux petits qu'on n'est pas obligé non plus de les mettre dans sa poche, hein, donc ça arrive régulièrement. On prévoit un petit sachet, un petit sachet où on le met, on fait un petit trou, on creuse un petit trou, on l'enfouit, dans le sol. Ici, bah, malheureusement, les enfants sont cachés, hein, donc on a décidé, vous avez vu au fur et à mesure, de cacher tous les enfants pour le respect du droit à l'image et donc ici derrière, chaque fleur se cache, un magnifique sourire. Alors on voit aussi un petit instrument de musique et en fait cet instrument de musique, ça sert de petit cri de ralliement pour faire revenir les enfants. Donc on s'est dit que dans un beau projet comme ça où on se sent tellement bien, c'est quand même, pas très agréable d'entendre: «Allez les enfants, on revient, la récréation est terminée!» Donc ici tout fonctionne, même quand ils sont en activité. Si on veut les faire revenir au coin de rassemblement, tout fonctionne avec un instrument. Ici, on voit le djembé, j'ai des institutrices qui utilisent une flûte. J'en ai même une qui utilise un triangle. Alors quelques petits clings parfois suffisent et en général, on les entend très bien dans la nature. Oups, je suis allée un peu trop vite. Alors, son arbre, c'est important aussi pour les enfants d'avoir son arbre. En tous les cas, nous, en tant qu'animateurs, environnemental, on pense que c'est important de connaître les choses pour pouvoir les respecter et les enfants, en général, adorent s'approprier un arbre auquel ils peuvent parler, un arbre au pied duquel ils peuvent s'asseoir, un arbre qu'ils peuvent décorer, un arbre parfois dans lequel ils peuvent grimper. Et donc, c'est très, très chouette à proposer comme activité aux enfants de s'approprier un arbre et puis ça permet de voir le fonctionnement de l'arbre, de voir de quoi il a besoin, de voir aussi qu'il nous permet de respirer, de parler un peu des enjeux, de la pollution, et cetera et donc voilà, ici, on voit 2 petites filles qui sont en train de décorer leur arbre. C'est un repère, puisqu'il y a pas de place, on n'a pas de place fixe quand on est à l'école du dehors, ben avoir son arbre, c'est un repère pour l'enfant. Et il y en a régulièrement qui disent: «Est-ce que je peux aller manger au pied de mon arbre?» Donc ils y vont régulièrement, c'est leur petit espace personnel. Alors cet espace, ils peuvent le décorer, comme par exemple, ici, on a mis un petit peu d'argile à disposition et ils ont donné une âme à leur arbre. Souvent, ils leur donnent un petit prénom aussi. Donc ça, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Parfois, ils aménagent le pied de leur arbre, ils font des petits buissons, c'est aussi une autre sorte de land art. Les sorties, c'est l'occasion, de travailler, la géographie, de travailler sur un plan, que ce soit, sur le parcours, ou que ce soit à l'endroit de l'école du dehors. Alors ici, c'était de façon très concrète, hein, donc on démarrait de l'école, ils avaient reçu le plan, il y avait une croix sur le plan qui montrait où on allait, hein, c'était lors de la première sortie et ils devaient se débrouiller pour arriver, là où on devait aller et voir par où passer. À l'occasion du carnaval, on crée une coiffe avec les éléments de la nature. Ça, c'est aussi une activité que Sarah Wauquiez nous avait présentée, parce que là-bas, on fête aussi le carnaval comme chez nous et voilà, les enfants représentent au sol ou dans un arbre, une coiffe et puis on vient après les photographier pour avoir un souvenir, près de leur coiffe. Des moments inoubliables. Ça, c'était le dernier jour, de mon école du dehors où en fait, c'était un dimanche. J'ai décidé en fin d'année pour, clôturer cette école du dehors avec mes élèves de faire une nuit
à l'école du dehors. Et donc, les enfants qui le souhaitaient, c'est pour ça que je l'ai fait un dimanche, il n'y avait pas d'obligation. Les enfants qui le souhaitaient sont venus passer avec nous et d'autres adultes qui nous ont accompagnés pour les encadrer une nuit à l'extérieur. Et on avait demandé aux enfants au départ d'amener, on s'est arrangé avec les parents assez quelques semaines à l'avance, des sacs de couchage, des tentes, des matelas pneumatiques. On avait demandé aussi aux parents de préparer une auberge espagnole. On aurait pu manger toute la semaine tellement on a été gâtés. C'était évidemment fin juin, donc il faisait très chaud. On voit les enfants dans l'eau. On avait la chance d'avoir une rivière aussi à côté de notre endroit de l'école du dehors. Et donc, c'était très, très chouette. Et quelques jours, je vais dire, avant cette nuit à l'école du dehors, des parents nous ont dit, ben, vous savez, madame, nous, on a un chapiteau de cirque et si vous voulez, on vient, on vous le monte et puis on vous met tout ce qu'il faut pour que les enfants soient protégés au sol et le lendemain, on vient tout démonter. Donc ça a été aussi très chouette parce qu'on a pu dormir tous ensemble. Il n'y avait pas la peur de je vais dormir dans ma tente, j'ai peur. Donc voilà, c'était aussi un souvenir mémorable pour les enfants comme pour nous. Et quand on les croise encore maintenant, ils nous en parlent encore aussi. Il n'y a pas que les oiseaux, hein, il y a aussi les arbres. De nouveau, Sarah Wauquiez qui nous parle du jeu libre. Le jeu est un facteur essentiel du développement affectif, sensorimoteur, cognitif, moral, intellectuel et social de l'enfant. Dans le jeu libre, les enfants développent encore davantage de compétences individuelles et sociales. Le jeu libre est super important et est vraiment indispensable à l'école du dehors. Mais le jeu libre, ce n'est pas une pause café pour l'enseignant, même si c'est l'occasion éventuellement de boire un café. L'enseignant va changer de posture. Il va soit devenir un observateur, parce qu'il va regarder ce que ses enfants vont faire pendant le jeu libre, soit il va devenir partenaire, parce qu'évidemment, ben, l'enfant, il va faire un tas de découvertes et il va appeler l'enseignant, viens voir ce que j'ai trouvé. Viens voir là-bas, viens m'aider éventuellement à grimper à l'arbre, ou soit vous allez être stimulateur parce que certains enfants ne vont pas savoir quoi faire pendant ce moment. Et donc voilà, on change vraiment de posture pendant non pas la pause café, mais le jeu libre. Il nous reste 5 grosses minutes et je sais que vous avez encore présenté le matériel. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu aux questions. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que ce sont plein d'idées riches et variées. Dans le chat, ils ont ajouté des idées. Je ne sais pas si vous connaissiez la Gram Gym. C'est faire de la gym avec son corps, par exemple, ce genre de choses. Donc, merci en tout cas pour tous vos échanges. Hein. C'est vraiment très, très riche. Alors, je vais vous lire quelques questions. Je sais qu'on va venir aux équipements après, mais est-ce que tous les équipements restent à l'école? Est-ce qu'il faut tout le porter? Est-ce qu'il faut le déplacer? Comment ça fonctionne au niveau de l'équipement? Alors, en général, il faut tout porter à chaque fois parce que malheureusement, les endroits sont régulièrement vandalisés. D'accord, ok. Pour pouvoir le sécuriser, en fait. Donc, voilà, ou alors il faut construire une malle qui doit être cadenassée, etc. Mais ça arrive quand même que ce soit cassé ou abîmé. Donc, Alors, on a des questions à la fois pour le maternel et pour le secondaire. Il y a François qui nous pose la question si l'école du dehors en secondaire ne nécessite pas de changer carrément toute l'organisation du cadre scolaire à l'école, parce que à l'école secondaire, c'est segmenté par période de 50 minutes, ce genre de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir toute l'organisation si on intègre l'école du dehors dans le système? Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, hein. Et qui veut, peut. On a déjà eu aussi des enseignants du secondaire qui suivaient les formations donc, du CEP sur l'école du dehors que l'Aquascope du Virel donne. Et donc, ces enseignants de secondaire se posaient la même question. Comment moi je pratique? Parce qu'elle était toute seule. C'était une prof de secondaire qui était toute seule à vouloir pratiquer l'école du dehors. Et donc, elle disait, moi, je sors juste mes 50 minutes où j'essaye d'avoir mes élèves pendant 2 fois 50 minutes d'affilée. Et je sors là tout près de l'école. Je ne vais pas loin, évidemment. Je vais sur la cour ou je vais dans le parc jusqu'à côté et puis je reviens à l'école, quoi. Maintenant, pas seulement pour l'école du dehors, il y a de plus en plus d'écoles secondaires qui montrent qu'il y a moyen de changer le rythme scolaire même chez eux, hein, pour des projets particuliers. Hein. Il y a de plus en plus d'exemples de pédagogie active en secondaire et ce genre de choses. Pour le primaire, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les accidents, pipi, etc., des petits et la boue sur tout le corps en cas d'accident? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la même gestion qu'en classe? On prévoit une tenue de rechange d'office. Une ou deux. Oui, avec des plus petits, peut-être 2, mais avec des plus grands, une. Enfin, moi, en P1, c'était une tenue de rechange obligatoire dans le sac. Et la consigne aux parents, c'était on met des vieux vêtements.
Voilà, on ne vient pas à l'école d'office. dehors comme on vient d'habitude. On met vraiment de vieux vêtements et même si c'est déchiré, même si c'est taché, c'est pas grave. On est là pour justement s'amuser et se salir et pas faire attention à sa tenue. Et une autre question pour les tout petits, est-ce que vous avez des références ou des liens qui permettent justement pour les classes d'accueil ou les crèches de pouvoir démarrer? Je ne sais pas si on en avait un de la présentation ou pas, on peut fournir des choses par après, il ne faut pas s'inquiéter, hein. Si vous ne l'avez pas directement, On en a. on Oui, fera une recherche et on enverra un petit mail. voilà, un j'ai petit mail. plein de liens, etc. Sur le PC du boulot. Et oui, Vous me transférez ça et on partagera ça aux participants alors. voilà. Nos webinaires commencent à avoir une petite vocation internationale. On a des gens du Canada, des gens de la France et on nous pose des questions. Est-ce qu'il y a moyen de se former en France? Est-ce que vous avez des réponses? Maintenant, la région de Chimay n'est pas tellement loin de la France non plus. Vous faites des formations à distance, mais est-ce que vous connaissez des formations en France ou pas du tout? Sarah Wauquiez donne pas mal de formations en France, hein. Elle couvre, c'est comment sa région? C'est là-bas, tout en bas de l'Alsace. Elle monte. On fait appel à Laurent. Laurent, Je vais faire appel à ma mémoire. mais c'est une personne ressource qui est accessible alors pour des formations? Franchement, elle est très accessible pour des formations. Et elle fait partie d'une fondation qui s'appelle Sylviva et qui est voilà, qui se déplace également. Ils aimeraient bien aussi pouvoir aller un peu plus en France. Mais j'ai déjà reçu, il y a pas mal de groupes Facebook aussi, hein, donc j'incite les enseignants à aller chercher. Il y a des groupes qui sont faits pour normalement les animateurs nature, mais sur lesquels on retrouve plein de chouettes outils. Et il y a outils pour animateurs nature. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une publication d'une dame qui pratiquait l'école du dehors en France et qui formait les gens. Donc, il y en a aussi. Le tout, c'est de savoir les trouver. Alors François posait la question de comment passer d'une logique centrée sur l'apprentissage en classe et sur la découverte du milieu complexe et multisensoriel. Je pense que ça, on y a répondu tout au long de votre présentation. J'espère que François sera d'accord avec ma réponse ici parce que c'était tout ce que vous avez démontré. Je vous propose de continuer et de terminer les quelques slides et puis on va conclure ensemble cette riche présentation. On va essayer d'aller un peu plus vite. Oups. Une pédagogie de l'alternance, hein, c'est ce qu'on vient de dire, hein, on change notre pédagogie pour s'adapter à demain. Ces formations, ce n'est pas les premières fois qu'on les donne, ni Églantine, ni moi-même. La dernière phrase, par contre, on vient de l'ajouter, ou aujourd'hui, parce que aujourd'hui, avec le cas du Covid, même la ministre Caroline Désir, dans sa circulaire sur la reprise des écoles, elle a spécifié que, si possible, faire l'école du dehors, enfin, elle n'a pas dit l'école à l'extérieur. Voilà, donc même si la ministre le dit. Alors, pour faire une première sortie, il y a quand même quelques conseils importants. Donc, pour faire la première sortie, souvent, en général, les enseignants ne savent pas où sortir. Et alors, il faut faire appel un petit peu au réseau, ce qui gravite autour de l'école. Or, souvent, on demande aux parents, ça peut être un grand-père, il y a toujours bien quelqu'un autour de l'école qui connaît bien les lieux, qui est originaire de là et qui pourra déjà vous aiguiller. Ça vous évitera d'aller repérer 50 lieux qui ne seront pas adaptés. Ensuite, allez sur place. N'allez pas choisir un lieu avec une grande descente, n'allez pas choisir un lieu qui est dangereux. On essaye de trouver un endroit plat. Si on est avec des maternelles, on essaie de trouver un endroit assez dégagé parce qu'ils n'ont pas des grandes jambes, ils ne sauront pas enjamber les ronces, etc. Donc, il faut essayer de regarder à ça, donc que le terrain soit assez plat, pas non plus trop éloigné de la route parce qu'on ne va pas marcher 4 heures en forêt pour arriver à son endroit d'école du dehors, hein. Tu dois aller plus vite. Ok. Donc, on essaye de délimiter l'endroit. Alors moi, ce que je fais, c'est je prends des bouts de tissu blanc et je fais le tour avec les élèves et on fait le tour de la zone et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas dépasser ces tissus blancs comme ça. Ils ont un repère dans l'espace. On ne dépasse pas. Le cri de ralliement, on l'a parlé avec le petit instrument. On n'oublie pas les jeux libres et surtout lors de votre première sortie, découvrez l'endroit avec les enfants, profitez, ne prévoyez pas de leçons, découvrez et épanouissez-vous. Des petites choses auxquelles on ne pense pas toujours,
mais qui sont importantes. Surtout maintenant. Voilà, encore plus maintenant, hein, avec le déconfinement et ce qu'on connaît au niveau de l'hygiène. Avoir une jerrycan avec de l'eau. Si on a la chance d'avoir une rivière tout près, ben, on prend la jerrycan et on la remplit dans la rivière. Des essuies, du savon, une brosse à ongles, si on va chipoter dans Alors, il y a des alternatives aux jerrycan. Chez moi, un enfant dans un sac à dos, il prend une gourde pour boire, une gourde pour la collectivité, laver les mains, faire la cuisine, etc. Donc ici, ça peut être encore une alternative. Chacun sa gourde, sa propre gourde pour se laver ses propres mains. Et le bassin, c'est aussi sympa pour, voilà, si on veut se laver la main, si on veut faire la vaisselle, on a un petit bassin à disposition. Pour transporter, ben voilà, tout ce qui est nécessaire, un grand sac à dos pour l'enseignant, pour y mettre tout ce qu'il a besoin, un chariot pour l'enseignant aussi, et vous voyez en dessous que ce sont les enfants qui vont prendre du plaisir à pousser ou à tirer ce chariot quand on n'a pas la possibilité de laisser des choses sur place. Des références. Alors, l'école à ciel ouvert, donc ça a été fait par la Fondation Sylvie Weiss, Sarah Wauquiez, c'est vraiment la Bible, hein. S'il y en a un que vous devez avoir, c'est celui-là parce que c'est en fonction des compétences. C'est toutes les activités sont vraiment bien détaillées en fonction du programme. Toi qui l'as feuilleté un petit peu. C'est le programme français et suisse, mais bon voilà, nos compétences se rejoignent, hein. C'est principalement destiné aux primaires, mais je sais que les enseignants maternels y retrouvent aussi des choses et c'est vraiment la préparation de leçons, elle est là toute prête, avec des photos, avec le matériel à utiliser, le combien de temps ça va durer, des alternatives. C'est vraiment la Bible. Voilà, alors vous avez aussi Trésor du dehors, donc c'est un livre de témoignages d'instits qui pratiquent l'école du dehors depuis déjà de nombreuses années, donc qui a été réalisé par le collectif Tous dehors. Et je peux vous dire qu'on est déjà en train de plancher sur la suite pour savoir ce qu'on peut vous proposer aussi pour vous aider. Donc, vous voyez, il y a des ressources, hein, des bouquins, le bouquin Symbiose aussi de l'éducation relative à l'environnement, dont le 100e numéro est téléchargeable, c'est sur l'école du dehors aussi. Il y a pas mal de vidéos aussi sur Internet à regarder, des reportages pour vous rassurer, pour vous aider. Et les 2 de droite sont téléchargeables gratuitement. Donc voilà, on peut déjà Et dire… Trésor du dehors est gratuit en Belgique. Il y a des sites de distribution, donc regardez sur le site internet de Tous dehors et vous pourrez trouver aussi des personnes ressources autour de chez vous. C'est chez nous. Voilà, l'aquascope, vous voyez le… Donc voilà, si jamais aussi vous avez des questions, vous voulez un lien, vous avez juste envie d'être rassuré, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail, hein, sur education@aquascope.be. On se fera un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui ne sont pas de la région de Chimay, il y a également les criers. Il y en a 11 en Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin sur la Wallonie, qui peuvent aussi vous aider à pratiquer l'école du dehors. Et qui pratiquent l'école du dehors avec déjà pas mal d'écoles. Donc n'hésitez pas à pousser la porte d'un crier, ils sont là pour vous aussi. Donc voilà ce qu'on vous conseille, allez dehors, lancez-vous, allez dans la nature. Mais je vous remercie, hein. Je pense que vous avez offert une grosse bulle d'oxygène à tous nos participants. Ça donne vraiment envie dès demain ou dès tout de suite aller dans son jardin et commencer vos activités. Avant de conclure, j'ai lancé 2 petits sondages pour savoir ce que vous avez pensé de notre webinaire. C'est parti, je vais commencer ou continuer l'école du dehors, ou alors je reste bien au chaud dans ma classe. Vous m'avez pas convaincu, je reste au chaud, mais ça, j'y crois pas. Ce webinaire m'a apporté plein de top ressources. Merci ForSud et l'Aquascope. Les bases pour me lancer, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'appliquer et de vivre mes premiers moments. Et donc, moi, j'insiste sur le fait que vous avez vraiment offert un bon moment. On a un commentaire, si je le retrouve. Grâce à vous, je suis encore plus convaincu que je dois continuer de façon plus fréquente. L'école du dehors, 1000 merci. Trésor du dehors, c'est super. Donc, n'hésitez pas aussi à donner votre feedback dans le chat parce qu'elles iront le voir après ça, et ça leur permettra vraiment d'avoir ce petit retour de votre part. Alors, au niveau des sondages, il y a 3% qui veulent quand même rester au chaud dans leur classe. 97% vont quand même aller tester l'école du dehors. Alors, ce webinaire m'a apporté plein de ressources, merci beaucoup. Les bases pour me lancer aussi, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'appliquer et de vivre mes premiers moments. Donc voilà, vous avez rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés. Je vous laisse conclure. Un petit mot pour la fin. Un petit conseil direct ou quoi, un petit mot pour terminer. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est n'ayez pas peur. Vous allez vous épanouir et vous allez épanouir les enfants
aussi bien eux que vous allez y trouver votre compte et vous ne voudrez plus arrêter. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du bien-être de l'enseignant, hein, mais à mon avis, ça joue sur. C'est pareil. C'est pareil pareil. pour les enfants, voilà. Moi, j'étais Voilà, dehors, je courais avec les élèves. Transformation. Oui, vraiment. Voilà, je vous remercie. Je remercie notre public qui nous a suivis encore très, très nombreux. Ma collègue vous a partagé un petit lien pour les fiches FSE. N'hésitez pas à les compléter. Ça nous permet de continuer à garder ces webinaires gratuits. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un webinaire, si ça vous intéresse, sur les tableaux interactifs. On change de domaine. Le but, c'est de varier, toucher un peu à tout. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et encore merci à Forsud et à l'Aquascope d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Avec plaisir. Allez, Merci à plaisir. vous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Au revoir.